Bienvenue dans ce web séminaire organisé par le réseau Plasma Froid, qui s'intitule G2 Plasma, applications médicales et simulations, et il va être présenté par deux personnes. Donc moi-même, Olivier Icheval, du Laplace à l'Université de Toulouse. Et moi-même, Claire Douat, de l'Université d'Orléans. Donc je vais démarrer en parlant d'abord de la partie simulation. Alors, je vais plutôt discuter de la simulation des plasmas froids hors équilibre à la pression atmosphérique. Alors, il en existe un grand nombre. Vous avez quelques exemples ici. Je vais juste couper. Pardon. N'hésitez pas à poser des questions en direct avec le lien qui vous a été donné au cours des présentations. On répondra à vos questions à la fin des deux présentations. Voilà. Donc, je te laisse la parole. Merci. Donc effectivement, je vais essentiellement parler des plasmas froids hors équilibre à la pression atmosphérique. Donc il y en a un grand nombre. Vous les avez ici avec des applications diverses et variées, notamment dans le domaine médical. Et je vais un peu plus focaliser mon discours sur ces deux types de décharges, donc des jets qui sont issus de l'hélium et des jets de type Corona. Alors avant de vous parler de la simulation, juste quelques petits rappels sur les décharges à la pression atmosphérique. Donc naturellement, ces décharges-là à la pression atmosphérique sont de nature filamentaire et sont très dynamiques. Alors vous avez ici un exemple d'une image qui a été faite par caméra rapide entre une pointe et un plan, et vous avez une décharge arborescente avec des filaments qui ont des diamètres de l'ordre de 0,1 mm. Et puis c'est très dynamique. Ici vous avez la courbe de tension qui est appliquée sur la pointe, et puis vous avez le courant de décharge qui dure à peu près une centaine de nanosecondes. Alors ce qu'on observe ici pour les décharges couronnes est également vrai pour les jets de plasma. Alors ici on a un tube diélectrique où on a collé autour deux électrodes, dont une qui est portée à une haute tension pulsée, que l'on voit ici, et on constate que les courants également qui apparaissent sont très courts, ce qui indique également la dynamique de la décharge. Alors la particularité ici, c'est que les électrodes sont transparentes, donc on va pouvoir voir ce qui se passe dans ce petit film en dessous des électrodes. Et on voit également ici ce qu'on appelle une bullette de plasma qui a aussi un diamètre très petit. Autre caractéristique de ces décharges, c'est qu'elles ont un effet sur l'écoulement, alors à la fois en termes de dynamique ou de choc thermique. Et puis inversement, cette dynamique ou ce choc thermique peut avoir un effet sur les décharges. Alors là, c'est un exemple, c'est une imagerie de type Schlieren, où on voit un jet d'hélium, donc c'est la même configuration que celle donnée précédemment, où au départ, le jet d'hélium n'atteint pas la cible, et quand les décharges sont allumées, ça atteint la cible. Donc on voit vraiment l'effet de la décharge sur la dynamique. Ici, on a également quelque chose de similaire, mais avec des décharges couronnes, où on voit apparaître des ondes de choc, générées par la décharge elle-même, et puis ce qu'on appelle les streamers, les canaux ionisés, laissent également une empreinte sur le gaz. Dernière information importante à considérer, c'est que ces décharges-là génèrent des espèces actives, alors en très faible quantité, c'est-à-dire en concentration stoichiométrique par rapport à la production des électrons et des ions. Alors là, vous avez aussi une image, c'est le radical OH, qui a été pris par imagerie rapide. Et donc, on voit que ce radical-là, il est généré par la décharge, en même temps que la décharge se propage. Donc là, il va s'étendre sur une surface diélectrique. Là, il va plutôt rester concentré dans le jet d'hélium, en fonction de la nature de la surface. Donc, si on veut simuler ça, tous ces phénomènes-là, il faut coupler plusieurs modèles. Et le couplage est très fort, puisqu'il y a des interactions mutuelles entre tous ces phénomènes. Donc pour faire cette simulation, il faut un modèle de dynamique de la décharge qui est généralement couplé avec un modèle du circuit électrique. Il faut un modèle de dynamique du gaz porteur. On voit que la décharge influence le gaz porteur et que le gaz porteur peut influencer la décharge. Puisqu'il y a des espèces qui sont créées mais en très faible concentration, il faut un modèle de cinétique chimique des espèces neutres minoritaires, sachant que les espèces chargées sont prises en compte dans ce modèle-là. Et puis, il faut des données de base. On ne peut pas résoudre ce modèle-là sans données de base. Donc, il faut un cinquième modèle qui est très important. Alors, je vais un peu
décrire les différents couplages. Donc par exemple ici, pour démarrer le calcul, généralement on applique une certaine tension, il y a une forme de tension, et le modèle de dynamique de la décharge va renvoyer un courant qui peut modifier la tension. Donc on a un couplage ici qui est effectué ici. On a également un couplage avec le modèle de données de base. Le modèle de dynamique de la décharge va fournir par exemple le champ électrique, et le modèle de données de base va renvoyer les mobilités, les coefficients de diffusion et de réaction pour le modèle de dynamique de la décharge. Ici, ce modèle-là va fournir les quantités de mouvement et la dissipation d'énergie qui va mettre en mouvement le gaz ou qui va l'échauffer. Et inversement, ce modèle-là va fournir des variations de densité des gaz, des variations d'écoulement qui peuvent influencer la dynamique de la décharge. Également, ici, quand on a généré des espèces à faible concentration, elles vont être transportées à la vitesse d'écoulement et la densité du gaz va servir comme élément de fermeture de ce modèle-là. Il y a également des effets thermiques qui peuvent avoir une influence sur toutes les données hydrodynamiques et la fraction d'énergie échangée. Et enfin, le modèle de cinétique des neutres peut modifier la composition du gaz, ce qui va avoir une influence sur la dynamique de la décharge. Et à l'inverse, toute cette modification de composition peut avoir une influence sur les vitesses de réaction, les vitesses de diffusion. Et enfin, pour amorcer ce modèle-là, il faut la concentration des espèces chargées ainsi que l'énergie qu'elles vont déposer. Alors, si on écrit les équations, voilà, alors il y en a pas mal. Alors, je ne vais pas tous les décrire, mais je vais les introduire au fur et à mesure. Donc là, c'est les équations qui permettent de décrire la modélisation de la décharge, la modélisation du gaz, des données de base et de la cinétique. Alors, ce dont il faut se rendre compte, c'est que dès qu'on prend un ion, donc là, ce sont des équations pour les électrons, là, ce sont des équations pour les ions. Il y a autant d'équations que de ions à considérer. Ici, c'est pareil, il y a autant d'équations que d'espèces minoritaires réactives à considérer. Alors, pour un peu mieux décrire le contenu physique de ces équations, je vais détailler un petit peu ce terme-là, en supposant que tous les autres termes sont nuls. Alors, si je regarde cette équation, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la variation dans le temps de la densité électronique, plus la variation dans l'espace, il y a une dérivée spatiale là, qui est portée par le gradient, du flux de densité électronique est égal à 0. C'est une hypothèse de départ. Donc on a une certaine concentration d'électrons sur un petit volume dx, et puis on va regarder quel est le flux rentrant et quel est le flux sortant au niveau de cet élément de volume. On fait un bilan de flux, et vous avez ici un gradient, une dérivée du flux qui est négative. Il est plus élevé ici que là. Et cette variation-là va faire que la quantité qui rentre est plus importante que la quantité qui sort, ce qui va entraîner une augmentation de la densité électronique liée à cet échange de flux. Donc on a une densité à l'instant t plus dt qui est supérieure à celle à l'instant précédent, qui est liée à un gradient négatif. Alors ça s'explique, si on met ça de l'autre côté, on a moins le gradient. Donc un gradient négatif entraîne une variation positive. Si maintenant ce terme source-là est différent de 0, cette valeur de densité va fluctuer parce que ça peut augmenter parce qu'il y a de l'ionisation, ça peut diminuer parce qu'il y a de l'attachement. En fait, on se rend compte que dans le modèle décrit précédemment, on a une structure d'équation que l'on retrouve dans chacune des équations du modèle. C'est une forme conservative, une variation de densité, un transport. Alors ici, le transport qu'on a vu tout à l'heure était uniquement lié à la vitesse des électrons, il peut être lié à la vitesse du gaz également. Là, on a le même terme pour les ions. On constate que ce transport-là peut être un transport de dérive avec une mobilité et un transport de diffusion. Et puis vous retrouvez cette même structure pour la densité du gaz. Alors on a pour habitude d'utiliser la densité de masse, mais on voit ici apparaître la densité du gaz. Pour la densité de quantité de mouvement, la densité d'énergie des espèces excitées qui peuvent échauffer le gaz à retardement, et puis ici pour toutes les espèces minoritaires du mélange. Donc avec à la fois ici un terme de transport qui provient de ce modèle-là, les espèces sont transportées dans l'écoulement, et un terme de diffusion dans le mélange. Alors, on vient de voir et expliquer la structure de cette équation-là. Si je veux la résoudre, il faut que je connaisse les flux d'échange aux frontières du domaine. Et si je veux connaître les flux d'échange aux frontières du domaine, il faut que je résolve une équation identique, mais juste à côté.
Donc en fait, il faut résoudre cette équation-là dans tout le domaine, parce que ce sont des équations dites locales, et donc il faut les prendre en compte localement à chacun des points du maillage. Alors, si on veut résoudre le modèle dans sa globalité, ça veut dire que toutes les équations que je vous ai montrées tout à l'heure, il faut les résoudre dans chacun des éléments de volume pour avoir une vision complète de ce qui se passe lors de la simulation. Alors en 2D, que ça soit en cartésien, donc XY, ou en cylindrique, qui est un simili 3D, il faut résoudre dans chacun des cellules du domaine le modèle précédemment que je vous ai montré. Et puis c'est pareil si on passe du 2D au 3D. Donc ça devient assez vite lourd et compliqué. Donc heureusement, si on regarde les échelles de temps, les échelles spatiales des phénomènes, on peut limiter le découplage, enfin on peut limiter le couplage, donc découpler le modèle. Alors, pour le comprendre, ça, il y a ce petit diagramme que je vais un petit peu expliciter. Donc, les couleurs ici correspondent aux différents modèles. Donc, ça, c'est le modèle de dynamique du gaz. Là, c'est le modèle de dynamique des espèces minoritaires neutres, le modèle de dynamique de la décharge, et puis un modèle de données de base qui couvre tout ça. Là, vous avez un axe des temps en échelle log, et ici, un axe spatial. Ce que l'on constate dans les décharges à la pression atmosphérique, c'est que ces décharges-là, le phénomène, le modèle de dynamique de la décharge, intervient sur une centaine de nanosecondes et sur des éléments de volume qui sont très petits, qui sont de l'ordre du micromètre cube. Donc il faut des maillages de cet ordre de grandeur-là pour suivre les phénomènes. Maintenant, si je regarde ce qui se passe au niveau, par exemple, de la mise en mouvement du gaz, ce sont des phénomènes qui interviennent sur des échelles de temps plutôt centimétriques, voire décimétriques, et puis sur des échelles de temps là, qui sont de la fraction de la milliseconde. Ça veut dire, en termes de modélisation, que l'on peut simuler d'abord la décharge, puis moyenner les grandeurs obtenues sur des échelles spatiales et temporelles, et puis injecter ces grandeurs-là dans les modèles de dynamique du gaz. Ce qui permet de découpler un petit peu le modèle. Alors, pour vous donner quelques exemples de résultats, je vais d'abord vous donner quelques exemples de modèles issus de la dynamique de la décharge. Donc ça, c'est par exemple un modèle que vous pouvez trouver ici dans cet article. Donc vous avez des équations pour les ions, avec de l'ionisation, pour les électrons, par exemple, de l'ionisation et de l'attachement, et puis deux ions, malgré qu'on soit dans l'air. Là aussi, il y a un travail d'optimisation qui consiste à dire je vais considérer un ion positif représentatif de l'air et un ion négatif représentatif de l'air avec ces équations de conservation. Et puis on va coupler ça avec une équation de Maxwell, qui est celle de Maxwell-Gauss, écrite sous la forme équation de Poisson. Alors c'est un modèle qui est, même s'il y a peu d'équations, très fortement couplé. Alors pourquoi ? Tout simplement, quand il y a la moindre variation de densité électronique et de densité ionique, ça va influencer le potentiel, qui va influencer le champ, qui va influencer toutes les données de base, qui va influencer donc la densité électronique, etc. Donc c'est un modèle qui est très fortement couplé. Alors, voici un exemple de résultat qui a été obtenu à l'aide d'un logiciel commercial. Donc il y a toujours dans les mêmes conditions ici, vous avez eu un plan qui est porté à la haute tension et un plan de masse. On met ici une charge d'espace initiale qui va générer un streamer, donc positif, qui va se déplacer de l'électrode du haut vers l'électrode du bas. Et là, on va utiliser, pour réduire le nombre d'équations locales à résoudre, la propriété de la physique, c'est-à-dire qu'on va resserrer le maillage uniquement dans les zones nécessaires pour réduire le nombre d'équations locales à résoudre. Donc ici, vous constatez qu'on a un champ électrique qui est très élevé dans ce qu'on appelle la tête du streamer, ici. Donc ça va induire des termes sources d'ionisation, d'attachement qui sont très importants dans ce domaine-là. Et donc on va resserrer le maillage ici et on va le libérer à cet endroit-là pour limiter le nombre d'équations à résoudre. Alors ça, c'est possible notamment lorsqu'il y a... Alors il y a quand même un coût, qui est un coût d'algorithme pour resserrer le maillage. Mais bon, lorsqu'il y a un streamer, ça va. Lorsqu'il y en a plusieurs, il peut y en avoir 4, 5, 6, ça devient un peu plus compliqué. Donc il y a une autre stratégie qui, elle, va consister à dire je vais utiliser un maillage très resserré partout, mais pour limiter la charge, on va utiliser le calcul haute performance, c'est-à-dire qu'on va répartir la charge sur plusieurs processeurs. Et là, c'est un exemple de résultat avec 1800 processeurs. Donc, c'est du calcul 3D entre une pointe et un plan séparés de 2 mm. Donc, pour générer l'arborescence, il y a des spots plasma qui sont placés au voisinage de la pointe. Alors, ils sont placés dans un même plan,
bien que le calcul soit 3D ici. Et donc, on peut alors, à l'aide de ce modèle-là, simuler le déplacement et l'arborescence complète d'une décharge de type Corona, qui peut servir dans des applications. Il y a des GE Corona pour des applications médicales ou de dépollution. Et on voit apparaître donc la propagation avec ici ce qu'on appelle un secondary streamer, c'est-à-dire une réillumination de cette zone-là. Et on peut donc calculer le courant. Donc ici, vous avez un courant typique. Donc il y a un courant ici, un appel de charge, puis il y a le déplacement des streamers. Ils arrivent sur le plan, donc ça crée un appel de courant. Et là, on a un secondary streamer qui ensuite va se relaxer. Donc ça, c'est un exemple vraiment 3D où les spots ont été dispatchés dans tous les sens. Et sur une distance plus grande. Un autre exemple de résultat, donc ça c'est une simulation où vous avez donc un jet d'hélium, donc c'est un tube en quartz, donc vous avez ici 2 électrodes qui sont entourées, donc une portée à la haute tension, donc c'est cette tension-là qui est appliquée. Donc on est dans les conditions de travaux effectués précédemment, et puis on a ici une électrode à la masse. Donc, on a 2 jets qui partent, un qui part vers le haut, un qui part vers le bas. Alors, ce que l'on constate, c'est celui qui est à l'intérieur du tube, à un moment donné, il va se splitter, et puis ça va se transformer en des décharges de surface qui vont traverser l'électrode, alors qu'ici, c'est quelque chose qui est plutôt, qui reste, disons, dans sa forme non pas annulaire, mais de bullettes de plasma. Donc les expériences qui ont été menées montrent ça, c'est-à-dire quand on fait une imagerie à cet endroit-là, on voit qu'on a vraiment des décharges qui sont en surface. On voit tout de même apparaître ici un halo lumineux, donc qui vient de ce qui se passe à l'intérieur. Là, il y a un phénomène de resserrement, donc on a des photons qui sont émis à cet endroit-là et qui apparaissent ici. Là, on a vraiment quelque chose qui est contraint. Et que l'on observe aussi ici. Alors sachant que là, il n'y a que de l'hélium, le mélange n'est pas pris en compte. Donc ça permet également de calculer le courant généré dans ce type de décharge. Alors si je reviens maintenant sur les équations, je vais vous montrer des exemples de couplage, mais de couplage où la contre-réaction du gaz sur la décharge n'est pas prise en compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le gaz se met en mouvement, ici, on ne va pas le prendre en considération. Si également la densité varie, on ne va pas la prendre en considération dans la variation du champ réduit E sur N. Donc on va considérer que tout ne dépend que du champ électrique et pas du champ réduit. Donc quelques exemples qui vous montrent ce couplage-là. Alors des exemples où on va calculer en fait toute la dynamique de la décharge, puis on va calculer ces termes-là, qui sont des termes ici de transfert de quantité de mouvement de la décharge vers le gaz, des transferts d'échauffement de la décharge vers le gaz. On va les moyenner dans l'espace et dans le temps, et on va les injecter dans le modèle de dynamique de la décharge. Alors c'est un exemple ici de résultat où on arrive à remodéliser les ondes de pression qui ont été observées précédemment par la technique Schlieren, par ce type de simulation. Là c'est un autre exemple, donc c'est une animation. On va injecter sous chaque pointe là, des termes sources thermiques, de quantité de mouvement et de radicaux, qui sont quasi instantanés, qui apparaissent quasi instantanément et dans une échelle spatiale très petite, et qui vont engendrer toute une dynamique du gaz, et ici c'est dans le cadre d'applications de dépollution, et des variations de densité d'espèces. Alors là, c'était des simulations effectuées jusqu'à 100 phases de décharge post-décharge, donc on va injecter 100 fois ces éléments-là. Actuellement, à l'aide du calcul haute performance, on arrive à des simulations qui vont jusqu'à la seconde. Donc c'est des résultats assez récents qui ont été présentés au gaz discharge. Et donc là, on a 10 000 décharges qui sont apparues sous chacune des pointes pour avoir une quasi-homogénéité de l'ozone dans ce cas-là. Alors, un autre exemple de résultat issu de la littérature, donc, ce qui a été constaté, c'est que quand vous avez ici un jet d'hélium qui arrive dans l'air, vous avez ici une imagerie Schlieren qui correspond à ce jet-là, la décharge en fait est guidée par l'hélium, et puis après il y a des zones de turbulence. Si on veut reproduire ça, il faut que l'on injecte un terme qui est ce terme de transfert de quantité de mouvement, alors qui a été estimé globalement dans cet article et qui a permis de reproduire ce qu'on a observé expérimentalement, c'est-à-dire sans décharge, le jet ne touche pas la surface. Avec la décharge, il y a vraiment une élongation importante de la décharge.
Alors, je voudrais également citer un point très important qui est l'importance des données de base et de la composition du milieu. Alors, notamment, là, il y a quelques réactions. Lorsque vous avez par exemple de l'hélium qui va rentrer dans l'air, au départ, on est dans de l'hélium pur. Alors, il y a des impuretés qui peuvent influencer la cinétique de l'hélium, mais je vais simplifier. Ici, on est dans de l'hélium pur. Et puis, quand on va avoir des mélanges, eh bien, il va falloir tenir compte non pas seulement de l'interaction des électrons avec le gaz d'hélium, mais de l'interaction des électrons avec les espèces oxygénées, les espèces azotées. Et lorsque le mélange a lieu, c'est un mélange non inerte, c'est-à-dire qu'il y a de l'interaction entre les espèces créées par l'hélium et celles créées par l'oxygène. Donc, ça peut devenir rapidement très complexe. Et par exemple, dans certaines publications, en rajoutant encore d'autres espèces, on peut arriver jusqu'à 1600 réactions dans l'air humide. Ça veut dire quoi, ça? Alors, 1600 réactions, ça veut dire qu'à peu près, il y a une centaine d'espèces à prendre en compte, donc minoritaires, les espèces excitées de l'oxygène, l'état stable, etc., les atomes. Ça veut dire qu'il faut à peu près une centaine de réactions de ce type-là qu'il faut résoudre simultanément et qui sont en interaction par des termes sources de cinétique qui sont de l'ordre de 1600. Donc ça devient considérable, et donc là on ne peut plus faire une évolution spatio-temporelle, on est obligé de faire une évolution qu'on appelle 0D, c'est-à-dire qu'on enlève tous les termes de transport, mais si on veut aller tout de même vers quelque chose de spatio-temporel, il faut faire ce qu'on appelle une réduction chimique, et on se rend compte que généralement, donc là c'est un travail qui n'a pas encore été publié mais qui a été montré, c'est qu'on n'a pas besoin de ces 1600 réactions, on a besoin en fait d'une centaine de réactions qu'on peut encore réduire en mutualisant certaines espèces, et donc ça veut dire qu'on a besoin que d'une dizaine d'espèces pour reproduire en fait ce qui se passe convenablement au sein d'un mélange. Alors, à titre d'exemple, ici, vous avez une fraction de l'hélium dans le G. Donc ici, il y a 100% d'hélium. Et puis, lorsque l'hélium arrive dans l'air, il y a une certaine quantité, et ça diffuse dans l'air. Donc le bleu, c'est 100% d'air. Le rouge, c'est 100% d'hélium. Et entre, il y a des variations. Si je veux étudier la décharge qui se déplace d'abord dans l'hélium, puis dans un milieu, un mélange complexe, il faut que je résolve cette équation-là. Et dans cette équation, je vais avoir, par exemple, pour l'ionisation de l'hélium, la prise en compte du produit de la densité électronique fois la densité d'hélium fois la probabilité que la réaction ait lieu. Alors effectivement, ici, il n'y a pas d'oxygène, donc je n'ai pas de réaction d'ionisation avec l'oxygène, j'ai qu'une réaction avec l'hélium, et puis dès que la concentration d'hélium varie, cette concentration-là va également varier. Mais ce n'est pas la seule chose qui varie, et c'est sur ce point-là que je vais insister. Ici, vous avez ces coefficients-là qui dépendent en fait du pourcentage d'air dans le milieu. Alors, à cet endroit-là, il n'y a pas d'air, on est à 100% d'hélium, donc je vais choisir des coefficients sur cette courbe-là, qui correspond à 0% d'air. Par contre, lorsque je suis à cet endroit-là, où j'ai par exemple 20% d'air et 80% d'hélium, je ne vais plus prendre le même coefficient, je vais prendre un autre coefficient, et vous voyez que les échelles ici sont logarithmiques, donc ça varie énormément. Donc je vais perdre ici considérablement en efficacité d'ionisation, pas seulement parce que la densité d'hélium a varié, mais surtout parce que ce coefficient-là a varié. Par contre, je vais gagner un petit peu d'efficacité, puisque maintenant il y a de l'oxygène, donc je vais un peu plus produire d'électrons par ionisation de l'oxygène. Voilà, pour finir, je crois être à peu près dans les temps. Pour finir, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que ça dépend, pardon, je reviens un petit peu en arrière, les coefficients dépendent pas uniquement de la fraction d'énergie disponible pour les électrons, qui est représentée par ce terme-là, mais également de la proportion des espèces. Donc on a des tableaux 2D à considérer. Enfin, une dernière chose, ces modèles-là, vous voyez ici apparaître que quelques coefficients, et derrière ces coefficients, il y a toute une étude très complexe pour les déterminer. Il y a certains coefficients, par exemple les coefficients de diffusion des ions, les coefficients de mobilité des ions, qui peuvent demander 3 années de travail. Donc c'est assez compliqué, et donc je vous laisserai regarder dans la littérature les articles qui peuvent vous intéresser. Voilà, j'ai clôturé ma présentation, je vais céder la parole à Claire qui va prendre le relais.
Merci. Oh. C'est tout coupé. C'était pas prévu ça. C'est peut-être à cause du zoom. Parce qu'il t'as zoomé et tout à l'heure ça marchait. Super. Pardon. Pas de problème. J'y vais. Donc, rebonjour à vous tous. Donc, maintenant, on va attaquer la deuxième partie de ce web séminaire. Et je vais m'intéresser, je vais vous présenter les applications médicales. Et je ne vais pas me focaliser seulement sur les G-plasma, je vais être beaucoup plus générale. Parce qu'en fait, les applications médicales, il n'y a pas de sens de parler seulement des G-plasma, mais aussi des autres décharges qui les concernent. Donc, sur les applications on va dire biologiques en général, ça regroupe en fait la médecine, ça regroupe l'agriculture et aussi la cosmétique. Donc ici, je vais seulement m'attarder sur plasma médecine et vous donner quelques grands exemples de ce qui s'est fait ces 10 dernières années en plasma médecine. Donc voici le plan de ma présentation. Donc je commencerai par une petite introduction, puis je vous présenterai les différentes sources plasma qui sont majoritairement utilisées en plasma médecine. Puis je vous présenterai le domaine en général. Et je terminerai par deux gros exemples que je vous présenterai un peu plus en détail, donc la dermatologie et la cancérologie. Alors bien sûr, en plasma médecine, il y a bien d'autres domaines que la dermatologie et la cancérologie, mais je n'ai malheureusement pas le temps de tous les détailler. Donc, plasma médecine, on pourrait dire que ça a un peu commencé dans les années 90 avec la stérilisation. Donc, avant ça, déjà, on utilisait les plasmas basse pression pour la stérilisation. Puis, petit à petit, au cours des années, on est monté à la haute pression. Et donc, ces études ont montré que les plasmas étaient capables de tuer des bactéries très résistantes, ultra résistantes, donc notamment des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Et en fait, le vrai boom de plasma médecine a eu lieu au début des années 2000, donc pour être précis, en 2006. Donc à partir de 2006, il y a eu tout un essor, beaucoup d'équipes se sont intéressées à cette thématique et il y a eu en 2007 la première conférence plasma médecine qui a eu lieu aux États-Unis. Et à la suite de ça, tous les 2 ans, cette conférence a continué de croître et d'attirer de plus en plus de monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire plasma médecine? En gros, c'est l'étude des plasmas dans un but thérapeutique. Donc, comme je l'ai dit, il y a différents domaines. Donc là, je vous en donne quelques exemples. Il y a certaines équipes qui étudient les plasmas en cancérologie, d'autres pour la coagulation du sang, en dermatologie, en odontologie, stérilisation et aussi pour le contrôle de l'inflammation. Alors, les sources plasma utilisées en plasma médecine. Donc là, vous connaissez tous ce fameux graphe où on classe les plasmas en fonction de leur température et de leur densité électronique. Et donc pour certains qui sont dits chauds, d'autres sont dits froids. Et en fait, si on regarde plus en détail, ceux qui sont même dits froids sont toujours trop chauds pour être utilisés en biologie ou en médecine. En fait, la température limite, c'est qu'il ne faut pas dépasser 40 degrés. Au-delà, on risque d'endommager les tissus. Donc, les sources plasma utilisées en médecine doivent être donc, dans cette zone-là et donc inférieures à 40 degrés. Il y a 2 types différents de sources plasma. On va nommer les sources directes et les sources indirectes.
Donc les sources directes, ça va être des sources plasma, où le plasma va interagir directement avec la cible biologique. Et indirect, ça va être la post-décharge qui va interagir avec la cible. Donc pour les directs, il y a deux sources principales. Donc on a les plasma jets. Donc, comme vous le savez, ce sont des décharges qui sont capables de sortir de leur confinement d'électrodes et de se propager sur plusieurs centimètres. Donc, l'avantage de ces sources, c'est qu'elles vont pouvoir interagir sur des surfaces relativement petites, donc de l'ordre du millimètre carré. Par contre, si on a besoin d'applications plus larges, de traiter des surfaces plus larges, on peut très bien utiliser donc des multi-jets, donc c'est tout simplement une décharge composée de plusieurs jets plasma, ou alors de décharges à barrière diélectrique, donc DBD, qu'on va dire flottantes. Pourquoi ? Parce que l'une des électrodes va en fait être représentée par la cible biologique. Donc le plasma ne s'amorce que lorsqu'on approche cette cible ou à l'approche de cette décharge. Et finalement, un dernier cas, ça va être les traitements endoscopiques. Les G-plasma ont la particularité de pouvoir se propager sur de très longues distances lorsqu'ils sont dans des capillaires. Et lorsque je dis longue distance, c'est de l'ordre du mètre. Donc ils peuvent se propager sur plusieurs mètres, ce qui est très intéressant pour des applications endoscopiques. Finalement, donc, les décharges indirectes, à la différence des décharges directes, n'ont pas vraiment besoin d'être à une température inférieure à 40 degrés. Parce qu'elles peuvent être un peu plus chaudes. Parce que ce qui va nous intéresser ici, ça va être la post-décharge. Donc le temps d'apporter la post-décharge à la cible biologique, le gaz va pouvoir se refroidir et ne pas endommager les tissus. Donc voici quelques exemples en images. Donc en haut à gauche, là on voit un exemple de plasma qu'on pourrait utiliser pour des traitements endoscopiques. Donc c'est un G-plasma qui se propage dans un capillaire. Au centre, en haut et en bas, on a des exemples de multi-G. Donc en haut, c'est un multi-G où en fait chaque G a son alimentation électrique. Et en bas, c'est un multi-G donc sous forme matricielle, là, où là, la différence, il y a une alimentation électrique pour générer tous ces G-plasma. En haut à droite, donc, on a un G, mais cette fois radiofréquence. Donc ces G-là, en fait, le plasma ne va pas sortir du confinement de l'électrode, mais ce qui va en sortir, ça va être la post-décharge. Et c'est cette post-décharge qui va interagir avec la cible biologique. En bas à gauche, on a une décharge à barrière diélectrique flottante, où là, on voit que le doigt représente l'une des électrodes. Et finalement, en bas à droite, c'est une décharge micro-ondes où là, l'application va être dite indirecte, puisque seulement les UV et les espèces réactives vont interagir avec la cible. Donc, les plasmas, comme vous le savez tous, c'est composé d'un champ électrique, d'espèces chargées, de photons, d'espèces réactives, et d'une température qui diffère selon l'espèce, donc les ions, les électrons et les neutres. Donc tout ceci, en fait, va interagir avec la cible biologique et va pouvoir induire différents processus sur cette dernière. Un dernier point qu'il ne faut pas négliger, ça va être l'interaction plasma-gaz et plasma-liquide. Donc, comme l'a expliqué Olivier, l'interaction plasma-gaz, on voit bien que lorsque le plasma est amorcé, on va changer l'écoulement du gaz. Et ça va avoir un impact en biologie parce que si on change l'écoulement du gaz, l'apport des espèces réactives va être différent. Donc, il faut prendre ça en considération. Et l'aspect aussi plasma-liquide, pourquoi ? Parce qu'une cible biologique, c'est composé en grande partie d'eau, et donc cette eau va aussi être, ce milieu va aussi être modifié par le plasma. Donc je vais faire un petit point sur les espèces réactives, parce que ce sont un peu le paramètre un peu phare et star, je dirais, de plasma médecine. Beaucoup d'équipes travaillent sur ces espèces réactives et regardent quels sont les impacts en médecine. Et donc ici, on voit un panel des principales espèces réactives qu'on rencontre dans les plasmas utilisés en médecine. Et en fait, pour une partie d'entre elles, ce sont des espèces qui sont naturellement présentes dans l'organisme.
En fait, ça va être des molécules de signalisation qui vont être là pour déclencher différentes réactions. Donc, plasma médecine. Pourquoi finalement les plasmas, c'est intéressant pour être utilisé en médecine? Donc, il y a plusieurs réponses, mais de façon générale, la première chose, c'est que les plasmas, comme je vous l'ai montré, il y a différentes sources différentes. On peut en avoir des qui sont très précises, de l'ordre de quelques millimètres carrés, et d'autres beaucoup plus larges, donc on va pouvoir traiter des surfaces complètement différentes. On va être aussi capable d'utiliser ces traitements plasma et de les combiner avec d'autres thérapies, avec des principes actifs. Leur température est faible et de l'ordre de la température ambiante, donc on ne va pas endommager les tissus. Ça va être une source d'espèces réactives, donc comme je l'ai dit, certaines de ces espèces sont présentes naturellement dans l'organisme et donc on va pouvoir plus ou moins contrôler certaines réactions. Et finalement, comme il y a des espèces chargées, un champ électrique et des photons, ceci va aussi apporter, va se rajouter à tout ça et va induire des effets synergétiques. Donc, un grand débat du moment est la dose plasma. Quand on travaille avec des biologistes, ils ont besoin de doser les choses pour savoir lorsqu'ils induisent une petite dose, qu'est-ce qui se passe, quand ils appliquent une grande dose, qu'est-ce qui se passe, et de généraliser. Sauf que un plasma, c'est très complexe, c'est composé de tout ça, et chaque plasma est différent. Donc c'est très compliqué à l'heure actuelle de définir une dose, d'autant plus qu'on ne sait pas encore bien précisément quel paramètre induit quoi. Probablement tous en même temps, donc il y a un effet global, mais c'est très dur de distinguer, de distinguer chaque élément un à un et de savoir qu'est-ce qu'il induit à lui tout seul. En plus de ça, si par exemple on a une décharge et qu'on l'applique par exemple sur une peau qui est plutôt humide, eh bien si on l'applique ailleurs sur une peau plutôt sèche, la décharge ne va pas être la même parce qu'il y a un taux d'humidité qui va être différent et donc elle va être différente. Donc on ne va pas avoir le même plasma, pas les mêmes espèces réactives, pas le même champ électrique, etc. Donc finalement, on ne peut même pas comparer une même source lorsqu'on a une application différente. Donc à l'heure actuelle, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on peut parler de temps pour un réacteur et pour une application. Alors je vais passer maintenant aux exemples et je vais commencer par la dermatologie. Donc en dermatologie, je vais parler plus spécifiquement des traitements des plaies chroniques et des ulcères. Donc rapidement, une plaie chronique et un ulcère, c'est une plaie qui a du mal à cicatriser. Donc ce qu'il se passe, c'est que comme elle a du mal à cicatriser parce qu'en fait il y a une mauvaise circulation sanguine et donc le système immunitaire ne va pas réussir à bien se défendre au niveau de la blessure et à apporter les nutriments suffisants aux cellules pour se régénérer. Donc il se crée en fait un nid bactérien assez important pour lequel il faut combattre pour pouvoir cicatriser. Donc les personnes qui ont ce genre de problème sont souvent donc, des gens qui ont une mauvaise circulation sanguine et les diabétiques. À l'heure actuelle, pour traiter ces ulcères, on utilise les antibiotiques. Mais comme vous le savez, on a un gros problème et une grosse crise avec les antibiotiques parce qu'il y a de plus en plus de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. En plus de ça, il y a des patients qui sont allergiques aux antibiotiques. Donc, ça limite le nombre d'armes pour se battre face aux ulcères. Donc, comme je vous l'ai dit au début de cette présentation, les plasmas, depuis les années 90, ont montré qu'ils ont un effet antibactérien très intéressant, puisqu'ils sont capables de détruire des souches bactériennes ultra résistantes. Donc, dans ce contexte-là, ils sont les bienvenus. En 2012, donc un groupe allemand situé à Munich a commencé la première étude clinique sur le traitement des ulcères par plasma. Donc le plasma qu'ils ont utilisé, c'était un plasma micro-ondes où là, en fait, seules les espèces réactives et les UV interagissent avec l'ulcère ou la plaie chronique. Donc, ici, on peut voir une photo d'un exemple d'ulcère, donc pris au jour 0, avant traitement.
Donc à ce stade-là, lorsqu'il prélève, il mesure le taux de bactéries au niveau de la plaie, le taux de bactéries est relativement élevé. Au jour 7, la plaie ne s'est pas refermée encore, mais par contre, lorsqu'il regarde le taux de bactéries au niveau de la plaie, ça a été complètement décontaminé. Donc c'est déjà une victoire. Et ensuite, au jour 11, la plaie est quasiment refermée. Donc ils ont fait ça sur un grand nombre de patients, plus d'une centaine, donc plusieurs centaines même. Et leur étude a montré que d'une part, ce traitement était indolore, donc c'est quelque chose de bien, de positif, il n'y a pas eu d'effet secondaire. La charge bactérienne était plus faible qu'avec un traitement conventionnel, donc là c'est le beau résultat de cette étude. Et ce traitement a été bien toléré, et finalement ils avaient la sensation, ils avaient l'impression, mais ce n'était pas assez significatif pour l'affirmer, que la cicatrisation était plus rapide avec un traitement plasma. En parallèle de ça, une autre équipe allemande, donc cette fois à Göttingen, a aussi commencé une étude clinique donc par traitement plasma des ulcères, et cette fois ils ont utilisé une décharge à barrière diélectrique flottante. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas seulement les espèces réactives et les photons qui interagissaient, mais il y avait toutes les composantes du plasma. Donc leur étude a montré des résultats similaires à l'étude munichoise, donc que c'était un traitement indolore et que ça diminuait la charge bactérienne. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est ils ont mesuré en fait la taille des ulcères et ils ont regardé au cours du temps comment cette taille évoluait avec un traitement standard, donc en rouge, et avec le traitement plasma en vert. Donc au départ, le traitement standard, pour le lot de patients étudiés, la moyenne des ulcères était un peu plus faible au départ que pour le traitement plasma. Mais ce qu'il en sort de cette étude, c'est qu'avec un traitement plasma, la taille de l'ulcère a bien plus diminué en valeur absolue qu'avec un traitement standard. Donc ça va dans le sens que le plasma aide à la cicatrisation. Donc pour prouver que le plasma stimule la cicatrisation, un autre groupe, encore allemand, cette fois à Berlin, a fait une étude sur la cicatrisation de plaies. Donc cette fois pas des ulcères, juste des plaies classiques, où ils ont induit 4 plaies, 2 à chaque bras, qu'ils ont traitées différemment. La première plaie, ils ne l'ont pas traitée. La deuxième, ils l'ont traitée par plasma. La troisième, ils ont induit un liquide antiseptique. Et pour la quatrième, ils ont utilisé les 2 traitements. Donc pour le traitement plasma, ils ont utilisé un KinPen. Donc c'est un G-plasma. Donc là, toutes les composantes du plasma y sont. Donc voici le résultat de cette étude. Donc là, c'est le pourcentage de la surface de la plaie en fonction du temps. Et ce qu'il en sort, c'est que finalement, le traitement par plasma induit une cicatrisation plus rapide. Donc là, il y a la preuve que le plasma accélère la cicatrisation. Donc finalement, pour conclure sur tous ces résultats, en dermatologie, donc pour le traitement des ulcères et des plaies chroniques, le traitement plasma est un traitement indolore. Il n'y a pas d'effets secondaires à l'heure actuelle qui ont été observés. La charge bactérienne mesurée sur ces plaies est bien plus faible qu'avec un traitement conventionnel et la cicatrisation est plus rapide. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle en Allemagne, donc à Rostock et à Göttingen, ils utilisent désormais les plasmas comme traitement en ambulatoire. Donc c'est utilisé maintenant quotidiennement et c'est rentré comme traitement classique dans ces hôpitaux-là. Donc l'avenir des plasmas en dermatologie a un bel avenir et ne demande qu'à continuer sur cette voie. Donc c'est tout pour la dermatologie. Je vais maintenant passer à la cancérologie. Et avant de vous présenter les résultats, je vais vous rappeler un peu finalement ce qu'est un cancer. Donc un cancer, ça provient d'une cellule qui a dégénéré. Cette cellule, en fait, elle n'est plus capable de rentrer en apoptose. Ça veut dire qu'elle n'est plus capable de programmer sa mort. Classiquement, normalement, une cellule
elle va se reproduire une trentaine de fois et ensuite elle va mourir, 30 ou 60 fois, ça dépend du type de cellule. Sauf que les cellules cancéreuses, elles ne vont pas mourir, elles ne meurent plus, mais elles se reproduisent. Donc en fait, il n'y a plus de facteur perte, on va dire. Donc elles vont pouvoir s'accumuler, et donc elles s'accumulent au départ en tumeurs bénignes, et elles peuvent dégénérer en tumeurs malignes. Donc la tumeur bénigne, elle va rester localisée en fait, et la tumeur maligne, elle, va être capable de se propager jusqu'au vaisseau sanguin. Et c'est là que ça devient dangereux, parce qu'une fois atteints les vaisseaux sanguins, les cellules vont pouvoir se propager partout dans le corps et créer ce qu'on appelle des métastases. Et là, il va falloir réussir à éradiquer toutes les cellules cancéreuses. Comme je l'ai dit, il faut toutes les éradiquer, il en suffit d'une pour que ça redémarre. Donc à l'heure actuelle, pour combattre le cancer, il y a 3 thérapies classiques. L'ablation, donc c'est l'intervention chirurgicale. La chimiothérapie, qui est une intervention localisée, mais qui a pas mal d'effets secondaires. Et la radiothérapie, qui, elle, est localisée et qui a le désavantage d'endommager les tissus sains au passage du rayon. Donc, ces thérapies ne permettent pas de guérir de tous les cancers. Il y a encore beaucoup de gens qui décèdent de cette maladie. Donc, on est toujours à la recherche de beaucoup d'autres thérapies. Et certains ont pensé à utiliser les plasmas comme thérapie. Donc, les études ont commencé par des études in vitro. Donc là, je vous présente une étude américaine où ils ont regardé l'effet qu'avait le plasma sur des cellules cancéreuses de la peau. Donc après un traitement plasma, ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y avait un arrêt du cycle cellulaire. Donc déjà, c'est une petite victoire parce que, comme je l'ai dit, les cellules cancéreuses, habituellement, elles continuent à se reproduire indéfiniment. Donc, déjà, petite victoire. Ensuite, seconde victoire, ces cellules vont rentrer en processus d'apoptose. Et là, c'est, je dirais même une double victoire, parce que d'une part, la cellule meurt et elle meurt proprement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par propre? En réalité, il y a 2 morts cellulaires. Il y a ce qu'on appelle l'apoptose, la mort propre, et la nécrose, qui est la mort moins propre. Qu'est-ce que ça veut dire? La nécrose, c'est la mort qui n'est pas programmée de la cellule. La cellule va, en gros, ce qui va se passer, c'est que la membrane de la cellule va éclater et tout ce qui se trouve à l'intérieur va se déverser dans l'organisme. Sauf que lorsqu'il se passe ce genre de choses, ça va induire une inflammation. Donc, c'est mieux d'éviter ce genre de choses. L'apoptose, elle, la cellule va va programmer sa mort et donc elle va se décomposer en petits morceaux qui vont ensuite être mangés par les globules blancs. Et ça n'induit pas d'inflammation. Donc l'étude américaine a montré que le plasma induisait l'apoptose aux cellules cancéreuses. En plus de ça, un autre beau résultat, c'est qu'ils ont regardé le pourcentage de morts cellulaires après un traitement plasma de ces cellules cancéreuses de la peau, mais aussi des cellules saines. Et ce qu'il en sort, c'est que 60% des cellules cancéreuses meurent après le traitement plasma, alors qu'avec les cellules saines, à peine 10% sont rentrées en apoptose. Et donc, ça prouve qu'il y a un effet sélectif. Donc, le plasma va seulement induire la mort cellulaire des cellules cancéreuses. Ce genre d'étude a également été faite pour d'autres types de cellules cancéreuses, pas seulement de la peau, ce qui démontre qu'en fait, il y a un effet général, le plasma a cet effet sélectif sur les cellules cancéreuses. Alors, pourquoi en fait il y a cet effet sélectif? À l'heure actuelle, on n'a pas la réponse, on a seulement des pistes. Et la piste qui est envisagée concerne le gène P53. Alors, le gène P53 est un gène qui permet il est là pour vérifier que tout va bien chez la cellule. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, le code génétique qui n'a pas été bien reproduit, ou une quantité d'espèces réactives de l'oxygène trop élevée, alors la cellule va rentrer en apoptose à cause de ce gène P53. Sauf que dans la plupart des cellules cancéreuses, ce gène P53 ne fonctionne plus.
Donc, s'il y a un problème au niveau de la cellule va rester en vie et ne va pas rentrer en apoptose. Ce qui fait que, en général, dans une cellule cancéreuse, la quantité d'espèces réactives de l'oxygène au sein de la cellule, donc les ROS, cette concentration est bien plus élevée que dans des cellules saines. Et le plasma est une source de ROS et donc va augmenter cette quantité de ROS au sein des cellules. Mais donc au bout d'un certain moment, même si le gène P53 est défectué, si la quantité de ROS est trop élevée, la cellule va finalement rentrer en apoptose par d'autres processus cellulaires. Alors que dans une cellule saine, le niveau de ROS est très faible, donc si on l'augmente un peu, il ne va pas avoir de grande différence. Donc cet effet sélectif pourrait être expliqué par ceci. À la suite des études in vitro, donc suit les études in vivo. Donc là, c'est une étude orléanaise qui a été effectuée au Grémy. Ils ont utilisé une DBD et ils ont greffé des cellules cancéreuses du cerveau humain à des souris. Et ils ont regardé l'évolution de cette tumeur au cours du temps avec et sans traitement plasma. Donc voici le résultat. Donc les triangles représentent le contrôle et les carrés les résultats avec le traitement plasma. Donc ils ont traité durant 5 jours, donc du jour 0 au jour 4. Donc on voit que durant ces 5 jours de traitement, le volume de la tumeur n'évolue pas et qu'ensuite elle croît, mais de façon beaucoup moins rapidement qu'avec un traitement classique. Donc ça a été la première démonstration que le plasma avait des effets antitumoraux in vivo. À la suite de ça, ils se sont intéressés à la combinaison de l'utilisation du plasma et de la chimiothérapie. Donc cette fois, ils ont utilisé un G-plasma. Ils ont greffé des cellules cancéreuses du pancréas et ils ont regardé la taille de la tumeur après ces traitements. Donc en blanc, on a le contrôle. Pour la chimio, on voit que le poids de la tumeur a diminué. Avec un traitement plasma, c'est encore plus important, donc c'est une belle victoire. Et finalement, avec la chimiothérapie et le plasma, les effets observés sont plus importants que la somme des deux traitements pris seuls. Donc il y a eu un effet synergétique. Donc c'était vraiment un résultat qui est très prometteur, car en combinant plusieurs thérapies, on va être capable donc de diminuer significativement la taille de la tumeur. Je vais finir par une étude de cas qui a été réalisée en Allemagne, à Greifswald. Donc, ils se sont intéressés, ils ont traité, en gros, ils avaient une douzaine de patients qui étaient atteints d'un cancer de la tête et du cou. Donc, ils étaient à un stade très avancé. Ils étaient en soins palliatifs. Et à ce stade du cancer, ils avaient des ulcères qui étaient très douloureux. Donc là, on rejoint un peu les résultats qui ont été obtenus, les études faites en dermatologie. Et le but premier de ces traitements était de diminuer la douleur de ces patients. Donc je ne vais pas vous montrer de photos ici, car elles ne sont pas évidentes à regarder. On est des physiciens. Moi-même, j'ai encore un peu du mal à regarder ce genre de photos, même si j'en vois assez souvent. Et elles sont difficiles à interpréter. Donc je vais simplement vous présenter les résultats qu'il y a eu de cette étude. Donc le traitement plasma a permis une diminution de la douleur. Les patients ont demandé de moins en moins d'antidouleurs. La charge bactérienne a fortement diminué. Donc on va dans le sens des résultats dermatologiques. Il y a eu aussi une diminution de l'odeur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce stade-là, en fait, ça sent très mauvais. Et les patients, lorsqu'ils retournent chez eux, c'est difficile pour les gens autour d'eux de supporter cette odeur-là. Donc grâce à ce traitement, ils vont retrouver, on va dire, une vie un peu plus décente et correcte
parce que l'odeur a fortement diminué. Et finalement, il y a eu une rémission superficielle de la tumeur pour certains des patients. Donc ici, c'est un graphe qui représente l'évolution de la tumeur pour 6 patients au cours du temps, au cours de plusieurs mois. Donc, malheureusement, pour 5 de ces 6 patients, ils sont décédés lors de l'étude. Le 6e patient était toujours vivant à la fin de cette étude. Donc, pour les patients 3, 2, 1 et 4, il n'y a pas eu de diminution de la tumeur. Par contre, il y a eu les effets que j'ai dit avant, diminution de la douleur, diminution de la charge bactérienne et de l'odeur. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que pour deux des cas, donc le 5e et le 6e patient, il y a eu une diminution de la tumeur. Donc malheureusement, au bout du 7e mois, le 5e patient, ils ne savent pas bien ce qui s'est passé, la tumeur a repris le pas et a grossi de nouveau, et finalement, le patient est décédé. Donc ils se sont intéressés à l'étude de ce patient, où finalement, au départ, il y avait des résultats prometteurs, la tumeur diminuait et elle a repris le dessus. Ils se sont demandé, mais pourquoi? Quelles étaient les raisons? Donc la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est que finalement, lorsqu'ils ont traité le patient, au départ, la surface n'était pas la même qu'au bout du 7e mois. Donc si la surface à traiter est différente, ça veut dire que l'humidité, la conductivité est différente. Et donc que le plasma est différent. Donc l'impact qu'il va avoir sur la tumeur ne va pas être le même. Donc à l'issue de cette étude, maintenant dans la communauté, on en vient à se dire qu'il faut créer des sources plasma adaptatives afin que le traitement plasma soit le plus reproductible et le même au cours du traitement. Donc, pour résumer, le plasma est capable de traiter des organes très fragiles comme le pancréas. Il a des effets antitumoraux in vivo. On peut combiner le traitement plasma avec la chimiothérapie. Et les premières études de cas donc, sur des humains a montré que dans certains cas, on avait une diminution de la tumeur. Donc là, on est vraiment au début des traitements plasma pour la cancérologie. Et il y a également un bel avenir des plasmas dans ce domaine-là. Donc pour le redire, plasma médecine, ce n'est pas seulement la dermatologie et la cancérologie, c'est bien d'autres domaines. Et également, il y a les domaines, on va dire, frères, qui sont en fait la cosmétique et l'agriculture, parce qu'en fait, lorsqu'on utilise un plasma sur du vivant, on va avoir des phénomènes similaires et qui sont relativement proches. J'en ai fini pour ma présentation et je vous remercie d'avoir Bref, je vous remercie. Donc maintenant, l'heure des questions. Donc je vois qu'il y en a une, mais je ne sais pas si elle est pour moi. Ah, c'est pour toi celle-là. Alors, rebonjour. Bonjour. Au niveau de la simulation streamer, les intensités sont dans la gamme des expériences. Par contre, l'échelle de temps me semble plus importante. Les intensités, alors, c'est les intensités de courant, je suppose. Alors, ce qui a été montré, alors, j'interprète la question peut-être. Je comprends les intensités comme les intensités de courant. Et l'échelle de temps est plus importante. Alors en fait, là, on est quand même sur des simulations un peu particulières parce qu'on a simulé une distance interélectrode de 1 mm. Donc c'est lié, c'est les premières simulations, c'est lié au fait que, il y a tout le développement du code et sa mise en œuvre. Donc on a simplement vérifié qu'on obtenait des résultats cohérents. Il est clair, même au travers de l'expérience, à 1 mm, c'est très difficile d'avoir une décharge couronne. On a quelque chose qui est
qui est, comment dire, qui claque très vite. Hein. Si vous faites une expérience avec une pointe de 20 microns séparée de 1 mm, très rapidement vous avez un claquage. Donc en fait l'idée maintenant, suite à ces premières simulations, bah, c'est d'augmenter les distances interélectrodes. Ce qui est très encourageant par rapport aux résultats qu'on a eus et donc qui vont être publiés là, en 2019, c'est qu'on a vraiment des caractéristiques. Alors en termes de courant, c'est vrai que la durée est peut-être un peu grande, mais en termes d'intensité de courant, de structure de décharge, le fait que les décharges et les streamers arrivent à suivre les lignes géométriques, enfin les lignes du champ géométrique, ce qu'on observe également au travers de l'expérience, montre que voilà, on est dans les bonnes conditions pour pouvoir maintenant aller sur des calculateurs nationaux et faire des calculs avec des distances interélectrodes qui sont de l'ordre de 4 à 5 mm, où on pourra faire une comparaison directe, modèle expérience, que ça soit pour l'imagerie ou pour le courant. Je crois que la deuxième question, c'est pour moi. Alors bonjour, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes que le gène P53 expliquant les effets du plasma sur les cellules cancérigènes et la sélectivité? Pour être honnête, je n'en connais pas vraiment pour le moment. C'est vrai que ça reste assez flou. Donc les gens pensent surtout sur cette explication-là et il n'y en a pas. Enfin, j'en connais pas à l'heure actuelle d'autres qui expliqueraient cette sélectivité. Désolée. Il n'y a pas d'autres questions? On attend un peu ou... Ok. Pierre, je crois que tu as montré à un moment donné que la synergie entre le plasma et la chimio avait un effet bénéfique sur le cancer du pancréas. Ouais. C'était au bout de combien de temps finalement? Parce que sur le slide d'avant, tu montrais que il y avait peut-être aussi une synergie, mais ça dépendait du temps. Est-ce que c'était à terme ou c'était au bout de quelques... Je ne sais plus au bout de combien de temps c'était. Ok. Non, je ne sais plus au bout de combien de temps. Donc peut-être qu'il faudrait que je répète la question, parce qu'on n'a pas... Si, ils ont entendu? D'accord. Donc non, je ne sais pas, je ne sais plus au bout de combien de temps on a vu cet effet-là. Pour combler un peu. Peut-être qu'on peut dire que donc le prochain web séminaire sera le 31 janvier, donc de l'année prochaine, et sera donné par Dominique Desbarneaux de l'université. Tu as écrit quoi? Du Maine, d'accord. Et donc ce sera sur les polymères plasma 1D et 2D par détection de gaz. Voilà. Donc je vous invite à aller visualiser aussi ce prochain web séminaire. Alors ça, c'est pour nous deux, ça. Alors, bonjour, merci pour ces deux belles présentations. Quelles sont selon vous les évolutions majeures d'utilisation des plasmas dans nos quotidiens? Évolution majeure. Alors, les applications qui montent actuellement, alors on en discute en direct, mais bon, il y a ces parties effectivement plasma santé. Alors il y a des technologies d'activation directe, il y a des technologies d'activation indirecte, où on active des milieux. Alors c'est les plasma activated medium. Alors ça peut servir à la fois pour des applications médicales, mais aussi des applications de type agriculture. Donc bon, ça aide à la croissance des plantes, à la germination. Il y a aussi des effets de synergie d'électroporation, de membranes, donc qui peuvent peut-être aussi expliquer les effets de synergie avec la chimio. Voilà, bon, donc ça, je pense, ça peut être c'est des éléments en cours d'étude qui peuvent monter en puissance. C'est ce qu'on constate un petit peu au niveau de l'activité de recherche. Je pense également à des traitements de surface. Les plasmas sont quand même encore sont utilisés pour tout ce qui est traitement de surface.
l'aide à l'adhésion, faire des surfaces antibactériennes, permettre la réendothélialisation de cellules. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui se développent. Donc ça peut être des potentialités intéressantes de développement. Alors pour le quotidien, c'est-à-dire c'est dans le domaine de la médecine et de l'agriculture, avoir un petit stylo plasma chez soi, je sais qu'il y a des applications dans le domaine de l'endontologie qui se développent actuellement, donc essayer de traiter les dents, de nettoyer les dents, d'avoir des sortes de brosses à dents à plasma, ou de traitements plus chirurgicaux. Donc voilà, bon, il y a sur les aspects dermato, je pense qu'également là il y a des choses à dire et des potentialités intéressantes qui peuvent se développer. Alors je sais qu'il y a l'aspect... En médecine générale, c'est vrai que j'ai plus la question là, elle a disparu, donc je ne sais plus si c'est les innovantes ou qu'est-ce que le plasma va apporter à l'avenir. Parce que de manière générale, le plasma, il y a beaucoup d'applications, rien que sur tout ce qui est la création des micro-composants. Donc oui, il y a seulement la dernière question qui apparaît. Et comme il y en a eu d'autres, on ne l'a plus. Et donc, déjà, rien que la création des micro-composants, donc les plasmas sont beaucoup utilisés là-dedans, mais qu'en termes d'innovation, c'est vrai que la médecine, il y a un bel avenir qui lui est réservé. Je suis quasiment sûre que dans une 50aine d'années, les plasmas vont être de plus en plus utilisés dans les hôpitaux, que ce soit en dermatologie, en cancérologie. On est encore un peu aux prémices, donc c'est un peu dur de prévoir là. Mais il y a aussi un bel avenir. En dehors de ça, comme tu l'as dit, il y a l'agriculture qui commence à se faire. Il y a aussi la cosmétique il y a aussi la cosmétique qui est aussi innovante. Après, il y a aussi tout ce qui est dépollution. Donc, que ce soit la dépollution des liquides ou la dépollution des gaz. Il y a beaucoup d'études là-dessus pour traiter, pour utiliser les plasmas. D'autres innovations, j'en vois pas trop là sur le coup. C'est vrai que finalement, ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est une belle innovation qui risque d'être utilisée on va dire, comme on est au stade recherche, on va mettre plusieurs dizaines d'années avant de l'utiliser concrètement tous les jours, quoi. Donc là, je vois qu'il y a plein d'autres questions. Alors, bonjour. Pour l'effet sur les tumeurs, est-ce qu'il y a une application exogène d'eau oxygénée, par exemple, aurait un effet similaire? Alors, l'H2O2, oui, va avoir des effets. C'est une molécule qu'on va rencontrer, qu'on crée par les plasmas. Et oui, elle va sûrement avoir... elle a un effet surtout antibactériel. Donc, pour tuer les bactéries. Elle va surtout être utilisée pour ce genre d'application. Alors si je peux juste rajouter un complément, alors c'est plutôt côté PAM, la Plasma Activated Medium. En fait, des études ont montré qu'il ne suffisait pas de mettre de l'eau oxygénée pour qu'il y ait un effet. Oui, c'est vrai. Il fallait qu'il y ait en fait un mixte, enfin c'est un milieu assez complexe. Et donc il y a des effets synergiques certainement entre différentes espèces, notamment parce que certaines espèces servent à l'activation des cellules, enfin permettent de... Voilà, donc voilà. Dès qu'on touche au domaine du vivant, les relations cause à effet direct sont généralement pas évidentes. Il y en a pas... Voilà, c'est une multitude de facteurs qui permet d'améliorer les choses. Donc c'est pas simplement une molécule qui va intervenir, c'est plusieurs et il y a des effets de synergie. Oui, donc et puis pour compléter ce que tu dis, c'est qu'il y en a qui ont étudié, donc ils ont regardé quelle était la concentration d'H2O2 ou d'autres espèces réactives au sein du liquide activé par le plasma. Ils ont reproduit la même chose artificiellement et ils ont vu que les effets étaient différents. Donc le plasma apporte quelque chose, on ne sait pas encore bien quoi, qui fait que le liquide est activé différemment que comparé à une solution où on ajoute volontairement du H2O2 ou des nitrates, des nitrites, etc. Alors, pourquoi pas d'application en ambulatoire en France? Alors, parce que c'est plus compliqué qu'en Allemagne, d'une part.
Pour avoir une application en ambulatoire en France, il faut qu'il y ait qu'on ait un appareil certifié. Et donc pour certifier un réacteur plasma, c'est beaucoup plus, l'administration est beaucoup plus complexe en France qu'en Allemagne, c'est pour ça qu'ils ont pris le devant. Mais c'est envisagé, le but était aussi d'y arriver en France. Et une fois qu'on a ce réacteur certifié, on pourra commencer des études cliniques et arriver au même stade, donc les différents stades d'études cliniques, pour finalement arriver à une utilisation en ambulatoire. Donc, bonjour, y a-t-il moyen de connaître la composition en temps réel du plasma pour l'adapter en fonction de l'évolution de la tumeur? C'est la question actuelle. C'est compliqué parce que lorsque la composition du plasma, qu'est-ce qu'on entend déjà par composition? Les espèces réactives, le champ électrique, la densité électronique. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres dans un plasma. Donc si par exemple on s'arrête juste aux espèces... On pourrait par exemple regarder par spectroscopie d'émission, regarder l'évolution de l'intensité des différents traits que compose le plasma et voir si ça reste stable au cours d'un traitement. Ça pourrait être une idée sur s'assurer que le plasma est plus ou moins stable. Après, calculer localement lorsqu'on traite, c'est compliqué parce que les concentrations, par exemple d'espèces réactives qu'on crée par plasma sont des concentrations très faibles et pour certaines, il est très compliqué de les mesurer déjà localement dans le plasma lorsqu'on n'est pas en train de traiter un patient ou une souris. Et souvent, on ne peut le mesurer qu'en post-décharge. Donc là, c'est compliqué. Et dans d'autres, même si c'est possible, ça demande des diagnostics optiques tellement précis que si on bouge, mais quand je dis on bouge, c'est de l'ordre du micromètre, tout est déréglé. Donc c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc les diagnostics simples pour vérifier que tout est correct, que le plasma n'évolue pas trop, ce serait par exemple de regarder que la tension est toujours la même, le courant est similaire et que l'émission des raies est plus ou moins constante, l'intensité de ces raies est plus ou moins constante au cours du temps. Juste peut-être rajouter un complément, il y a également le coût des diagnostics. C'est-à-dire, il y avait quelques images là de montrer de l'évolution des radicaux OH en fonction du temps. Donc il pourrait être un outil qui permet de suivre en temps réel une émission, mais ce n'est pas quantitatif, c'est qualitatif. Par contre, il y a le coût du matériel qui permettrait de faire ce suivi-là. Donc après, c'est ce que tu disais, c'est soit de faire des études préliminaires avec différents cas possibles, et puis essayer de faire des tableaux qui permettent de dire si je suis à cette tension-là avec tel moyen, voilà, je perçois un petit peu par une analyse du courant et de la tension vers quel type de plasma je me dirige et quelle est la modification de la composition. Donc quelque part, c'est des notions de plan d'expérience et d'études amont et de réaliser des tableaux pour ensuite les exploiter. Mais bon, je pense que c'est pas simple. C'est la question du moment, quoi. C'est ce qui. Alors, il me semblait avoir vu que sur des modèles de tumeurs 3D, il y avait une réaugmentation de la taille de la tumeur après une première diminution. Qu'en est-il? Bon, je ne sais pas de quelle étude ça parle. C'est possible, je veux dire, je sais qu'il y a des équipes de recherche qui essayent de prouver avec leur décharge qu'il y a un effet antitumoral et que ce n'est pas toujours évident. Il faut trouver les bonnes conditions plasma et les bonnes conditions biologiques. Il y a vraiment beaucoup de facteurs, donc ce n'est pas forcément évident. Donc là, je n'ai pas la réponse pour cette question. Parce que... Alors, je peux donner un exemple, mais alors je ne sais pas si c'est... Bon, à Toulouse, on utilise ce type de tumeur 3D. Alors ça dépend beaucoup des conditions expérimentales. Il y a un protocole vraiment à respecter, quelles que soient les études d'ailleurs avec du vivant. Il faut vraiment comprendre quel est le protocole et qu'est-ce qui a été mis en œuvre. Alors, dans les études menées à Toulouse sur des tumeurs de type 3D, on a à chaque fois une diminution de la taille des tumeurs, hein. Il n'y a pas eu de recroissance. Alors c'est lié d'abord
une dégradation de l'ADN, puis à de l'apoptose. Enfin, on épluche un petit peu la tumeur 3D comme un oignon, et donc on arrive à une décroissance. Malgré que la tumeur reste dans un liquide qui est favorable à la croissance, c'est-à-dire qu'il y a un liquide nutritif. Donc je pense, quelles que soient les études, il faut vraiment avoir en tête et se poser la question de quel est le protocole qui a été utilisé pour pouvoir comparer ces études-là. Voilà, le domaine du vivant, c'est compliqué. Donc bon, voilà. Alors, ensuite, bonjour. Comment simuler une décharge luminescente à des distances interélectrodes micrométriques ou submicrométriques? Merci pour votre présentation. Alors, je vais laisser éclairer. Non, alors, en fait, là, dans les modèles que j'ai présentés, donc qui sont valables pour la pression atmosphérique, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de collisions, c'est-à-dire que le libre parcours moyen des électrons en particulier est suffisamment petit pour qu'on puisse accepter une modélisation de type fluide, c'est-à-dire telle qu'elle est présentée ici. Alors je ne sais pas quelles sont les pressions là, qui sont évoquées, en tout cas les distances sont très petites. Donc généralement, lorsqu'on va sur des distances très petites, les modèles fluides ne peuvent plus s'appliquer, donc il faut passer sur des simulations type Monte Carlo, des simulations hybrides, PIC, c'est-à-dire qu'on va au lieu de suivre les particules de façon individuelle, on va suivre des paquets de particules avec des comportements moyennés. Donc il y a du Monte Carlo derrière, mais on va suivre ces particules-là avec des interactions moyennées. Et puis il y a également dans les décharges luminescentes toute la problématique de l'interaction avec la surface, d'autant plus lorsqu'on est à des très faibles distances. Donc là, bon, les distances sont plutôt élevées, donc l'interaction avec la surface existe, mais on ne va pas l'étudier vraiment en détail, on va mettre des conditions limites qui permettent les gains à la pression atmosphérique, ça peut être de l'ordre du micron, justement, donc c'est la taille du maillage, on ne va pas descendre en dessous. Donc je pense que c'est plus des modèles de type particules in-cell qui peuvent s'appliquer dans ces cas de figure. Peut-être au micrométrique, il faut regarder après les gammes de pression et comparer en fait le libre parcours moyen aux distances caractéristiques de l'étude qui a réalisée. Et si le libre parcours moyen est trop grand, il faut changer de modèle. On ne peut plus utiliser ces modèles-là. Bonjour, je ne comprends pas comment le plasma permet de diminuer de la douleur. Pouvez-vous m'éclairer sur le point? Alors, faut savoir que quand on a un ulcère, c'est à vif. Okay. Donc déjà, vous pouvez comprendre que finalement, pourquoi c'est douloureux. Et ensuite, le plasma, quand il y a l'ulcère, il y a toutes ces bactéries qui vont se rajouter et ça va rajouter de la douleur en fait. Donc, si on les traite, si on retire ce facteur bactérie, en fait, la cellule va pouvoir se régénérer et donc, quand elle va pouvoir cicatriser, on va avoir une diminution de la douleur. En fait, tant qu'il n'y a pas le système de cicatrisation qui rentre en route, ça va continuer à être douloureux. Donc, il faut qu'il y ait la cicatrisation qui commence pour que cette douleur diminue. Voilà. Bon. On a fait le tour des questions. On vous remercie. On remercie. Et puis au prochain web séminaire, donc le 31 janvier. C'est ça.